Oui, bonjour à toutes et tous. On va pouvoir démarrer le webinaire. Bienvenue à ce nouveau webinaire du cycle de webinaire 1 heure pour comprendre, organisé par l'AFPCNT, l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. La principale mission de l'AFPCNT est d'agir notamment dans le développement de la culture du risque et de la résilience des territoires et un certain nombre d'actions est mené en ce sens sur le territoire métropolitain et ultramarin. Ce cycle de webinaires gratuit, accessible à tous, vise à éclairer en 1 heure un sujet particulier lié au risque majeur. Différents sujets ont pu être abordés jusqu'ici. Vous pouvez retrouver tous les replays de ces webinaires sur notre chaîne YouTube. Le webinaire d'aujourd'hui sera également enregistré. Donc, j'invite tous les participants qui n'interviennent pas à couper leur micro et ceux qui ne souhaitent pas être enregistrés à couper également leur caméra. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'aborder le webinaire dans le cadre du groupe de travail Build Back Better, ou mieux reconstruire de la FPCNT. Ce groupe de travail, il encadre diverses actions relatives aux problématiques de construction et de reconstruction et de relèvement des territoires. L'objet du webinaire d'aujourd'hui est d'aborder deux échelles de cette dynamique du mieux reconstruire, à la fois les approches autour du bâti et celles autour de l'aménagement. L'objectif des interventions d'aujourd'hui est donc de venir questionner aussi cette dynamique en présentant des outils existants en lien avec les travaux de normalisation sur la résilience urbaine et la ville durable. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Juliette Maître, directrice de projet aménagement et transition à la direction territoriale ouest du CEREMA, qui va nous présenter ses travaux sur l'extension de la démarche écoquartier pour l'aménagement des zones à risque et le guide qui a été produit à l'issue de la démarche par le CEREMA. Également, on aura l'intervention de Karim Selouane, qui est donc coprésidente d'Adaptation Hub de la Global ABC UNEP et membre de l'Adaptation Mission Board de la Commission européenne, qui lui nous présentera la convergence de deux initiatives pour élaborer un cadre de référence commun sur l'adaptation du secteur du bâtiment au changement climatique, et le document de synthèse notamment qui a été produit à l'issue de ce travail. Donc, le replay du webinaire sera disponible et mis en ligne pour tous. Nous vous invitons à poser toutes vos questions dans le chat. On aura un temps dédié de questions-réponses après l'intervention de nos deux invités. Je vais laisser la parole d'abord à Juliette Maître, qui va se présenter et nous présentera la démarche réalisée par le CEREMA. Merci Clara. Voilà, Juliette Maître. Donc moi je suis au CEREMA Ouest à Nantes. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter une démarche qui est une démarche collective. Voilà, je suis représentante d'une démarche qui a été menée avec un certain nombre de partenaires et de collègues du CEREMA. Est-ce que Clara, vous pouvez juste me dire si c'est bon pour l'écran? Oui, c'est parfait, on voit votre. Parfait, merci. Merci. Donc effectivement, la démarche que Clara a commencé à annoncer, c'est l'envie de croiser au sein du CEREMA des activités que nous avons autour de la résilience, autour de la démarche écoquartier et au sein d'une communauté qu'on a au CEREMA et qui est accessible à tous les acteurs de l'aménagement et de la ville, qui s'appelle Quartier de demain. Et donc on était toute une équipe, Anne-Vial, Loéna Trouvé, Louise Roth, Bérangère, Denis Crozier, Chloé Tran-Ducmine à travailler sur sur ce sujet. Alors la démarche résilience au CEREMA, qui vous a peut-être déjà été présentée, c'est un sujet qu'on travaille à différentes échelles, avec un certain nombre d'outils qui sont disponibles, de publications, de formations. Et puis en parallèle, on est un certain nombre à travailler sur la question de l'aménagement et des opérations d'aménagement au travers d'un certain nombre de programmes de recherche et de programmes aussi nationaux. Donc la démarche écoquartier avec des partenaires comme l'ANRU, l'ANCT, où on est à la fois au plus près des territoires dans leurs projets d'aménagement et en expertise au niveau national, et puis aussi en capitalisation, en méthodologie et en évaluation. Euh, pour vous dire, voilà, c'était aussi peut-être vous dire quelques mots sur la démarche écoquartier, parce que cette question de la résilience, elle est présente dans la démarche écoquartier, et voilà, puisque ça va
vous dire peut-être ce qu'est un écoquartier. En fait, un écoquartier en France, c'est pas un terme qui est déposé, c'est pas une norme non plus, puisque vous aurez une approche normative après, mais ça se veut vraiment un projet d'aménagement durable, contextualisé, adapté à chaque territoire. On a des écoquartiers un peu partout. Et il y a voilà, pas de modèle imposé, pas de modèle type, c'est vraiment adapté au territoire, à ses enjeux. Ça peut être du tout petit village de 50 habitants à la ville de Paris, en métropole comme dans les DOM. Et cette question de la résilience, de l'adaptation au changement climatique et de la prise en compte des risques, elle était déjà présente dans le référentiel. Et voilà, vraiment le principe, c'est qu'on puisse être tous concernés et tous les territoires, quelle que soit leur échelle. Les projets sont différents, mais la démarche reste la même. Et pour vous redonner l'histoire, donc l'histoire d'écoquartier au niveau national, elle a commencé en 2009 avec le Grenelle de l'environnement et avec deux palmarès, et avec en 2012 la création d'un label qui s'est modifié petit à petit pour intégrer plus ce qu'on appelle l'étape 4, c'est-à-dire le fait que l'écoquartier soit vécu et qu'on ait aussi le retour des habitants. Vous trouvez toutes ces informations, je les remettrai peut-être dans le chat à l'issue de mon intervention, quand ce sera à la place à Karim de parler. Donc, vous pouvez retrouver tous les éléments de référentiel. Et donc, la démarche s'est renouvelée en 2022-2023 pour vraiment avoir une approche d'aménagement durable. Donc, ce guide, il est disponible, il est en ligne, il est accessible à tous. Il est surtout là pour guider les collectivités, mais aussi éventuellement les porteurs de projets ou les citoyens, parce qu'il y a aussi des écoquartiers d'initiatives citoyennes, sur les bonnes questions à se poser en termes de démarche et processus, en termes de cadre de vie et d'usage, en termes de développement territorial, en termes d'environnement et climat. Donc, c'est 4 dimensions et 20 engagements qui sont en ligne. Et parmi ces 20 engagements, il y a toujours eu dans le référentiel un engagement autour de la résilience du changement climatique et des risques. C'est l'engagement 16, avec deux sujets, prévenir les risques. 3, s'adapter au changement climatique et sensibiliser et former. Donc, on est aujourd'hui dans ce sujet-là. C'est vrai que c'était un engagement parmi 20 autres. Et au sein du CEREMA, depuis cette dizaine d'années, on a aussi, nous, approfondi des sujets, des réflexions autour de la surchauffe urbaine et de l'adaptation au changement climatique, que ce soit par des approches de recherche, d'outils, de conseils ou de formation. Et puis sur la question du risque inondation, pour connaître et puis aussi pour outiller, aménager, construire, comprendre les aléas, avoir une approche globale. Et on a eu envie à un moment de croiser tout ça pour mieux aider les territoires dans la prise en compte de ce sujet, dans le cadre de notre communauté Quartier de demain, qui est un lieu que le CEREMA anime pour échanger, pour avoir des quartiers plus sobres, plus résilients. Ce qui nous rejoint, c'est l'échelle de l'aménagement opérationnel. Et forcément, ça touche toutes les thématiques, dont celle du risque. Et voilà, on s'est dit à un moment comment on peut penser ce qu'on dit sur la résilience à une échelle plus urbaine, et comment nous, à l'échelle urbaine, on peut mieux intégrer les questions de résilience, comment on peut dépasser un peu les constats, comment on peut mieux poser les questions, anticiper certains effets, éviter les maladaptations. Et puis, voilà, comment nos outils peuvent guider vraiment l'analyse, la conception des opérations, leur évolution, parce que les écoquartiers, je ne l'ai pas dit, on a des projets neufs, c'est peut-être ce que vous avez en tête, mais c'est aussi beaucoup de projets en rénovation urbaine, en renouvellement urbain, dans des cœurs de bourg. Donc, cette question du risque qui peut être un peu partout. Donc, on avait un peu zoomé sur deux sujets, euh, la surchauffe urbaine et le risque inondation, savoir ce que ça voulait dire dans les territoires qui étaient quand même très confrontés. Et donc, on n'a pas travaillé tout seul, c'est pour ça que je ne suis que l'humble représentante d'un travail collectif. Donc, on a travaillé avec un certain nombre de partenaires, les gens qui avaient envie de venir échanger avec nous, pour se dire comment on peut voilà, proposer des outils et des sujets pour aider les collectivités, quelles sont les problématiques qu'on a sur le terrain, comment les acteurs y répondent, c'est quoi les blocages, c'est quoi les contradictions, c'est quoi les leviers, les pistes pour arriver à quelque chose qu'on a pu partager. Donc, on a fait tout un travail, et tout ça, côté CEREMA, c'est disponible sur la communauté. C'est quoi les antagonismes, c'est quoi les conditions à réunir sur le volet innovation. Et puis aussi, à un moment, comment on peut traduire tout ça en outils à disposition des collectivités, des opérateurs, comment on peut voilà, orienter, aider à se poser les bonnes questions et à mettre en œuvre ces principes pour que ça puisse être utile. Et collectivement, on a fait une première version de livrable qui était par rapport au levier de la boussole du CEREMA.
Et puis, en refaisant le point avec nos partenaires et en échangeant, nous, on s'est dit, voilà, il y a un certain nombre d'acteurs, de collectivités, d'opérateurs qui connaissent bien le guide de l'aménagement durable. Comment on peut leur traduire de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qui pourrait les aider pour être vraiment au plus près des besoins. On s'est dit, le guide de l'aménagement, les 20 engagements écoquartiers, ils sont quand même connus depuis ouais, pas encore 20 ans, mais bientôt 15. Et donc, on a mixé un peu les deux, voilà, de se dire comment on peut avoir un guide avec un add-on, un petit focus résilience, en se disant la résilience, c'est pas qu'un enjeu parmi d'autres, c'est cette question du risque, comment elle devient plus prégnante dans tous nos sujets. Et donc, on a, en fait, en repartant de la structure du guide de l'aménagement qui nous semblait être plus partagé par les acteurs, on est venu expliquer ce que ça voulait dire aujourd'hui d'intégrer ces questions de risque, de résilience dans les projets et un peu à chaque étape et dans chaque domaine et avec un guide de questionnement. Donc, ça reste un travail qui évolue et qui se bonifie au fur et à mesure. Donc, plus il sert aux gens, mieux c'est pour nous. Donc, voilà, selon les 4 dimensions, un certain nombre de questionnements. Je vous remettrai les références, elles sont dans le PowerPoint. Voilà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? De se poser des questions de résilience dans une opération, un peu à chaque étape, voilà, à chaque moment du projet. Donc ce guide, il a été finalisé l'année dernière. Et là, aujourd'hui, on est vraiment en phase de diffusion. Donc aujourd'hui, ça en fait partie, que ça puisse servir. Donc on est preneur de tous les retours sur le sujet. On a commencé à le tester aussi sur des opérations dans le cadre d'éco-quartiers qu'on accompagne, dans le cadre de démarches Action Cœur de Ville. Là, vous voyez un exercice qui a été fait avec la ville de Lannion sur un projet en zone soumise à un risque d'inondation par rupture de digue, amplifiée par la montée des eaux. Voilà, donc comment on peut se poser des questions. Et puis, dans le cadre de la démarche éco-quartier, le ministère a développé un jeu sérieux sur la thématique des écoquartiers qui intégrait déjà un peu cette question du risque, notamment avec un cas du jeu qui se trouve en zone inondable. Et donc là, on est en train de travailler là aussi à avoir des outils de sensibilisation, de projection pour aider, là, ici, comme ici, les services, les élus, mais à Lannion, on avait aussi un conseil citoyen qui était là, les gens à se projeter sur ça veut dire quoi, comment ça change l'aménagement concrètement. Et puis, bah, pour les collègues qui sont sur l'international, le guide est aussi en cours de traduction. Il est transmis dans le cadre de missions en Europe et puis on travaille aussi à des versions simplifiées, adaptées pour le rendre plus accessible. Voilà. On travaille avec beaucoup d'experts, on a envie de mettre tous plein de questions. Comment on retrouve des versions un peu plus simplifiées et un peu plus adaptées aux différents publics. Donc en tout cas, tout ça, vous le retrouverez sur le site que je vous remettrai. Vous voyez pas mon support, ça m'inquiète. Clara, c'est bon? Ah, d'accord. Donc, Oui, de mon côté, je le vois, mais n'hésitez pas à signaler s'il y a d'autres personnes qui ne le voient pas. voilà, donc voilà, pour vous représenter, voilà, on est vraiment passé d'une démarche où la résilience était un aspect de l'approche et la Ah, prise en compte des risques. alors, D'ac- Juliette, il semblerait qu'il y ait d'autres personnes. Peut-être qu'est-ce que tu peux Ah, reprocher? c'est bizarre, parce que ça marche chez certains et pas chez d'autres. Oui. Bon, bah, je peux essayer d'arrêter de reprojeter. C'est rebond de ton côté. Oui. Pour moi, c'est bon, hein, je vois très bien. En tout cas, je sais pas s'il y a d'autres, mais on voit très bien. Bon. Donc voilà, c'était aussi voilà, pour montrer une démarche, on est passé de le risque, c'est un sujet parmi d'autres, à comment on vient mettre cette culture du risque. Alors, pas forcément dans le build back, on n'est pas forcément des zones qui ont subi des inondations, mais qui sont en tout cas potentiellement à risque. Et comment on intègre ça un peu tout le temps et en lien avec la démarche écoquartier, en lien avec les enjeux de sobriété. Voilà un peu où on en est. Et donc, effectivement, preneur de répondre à vos questions et de vous partager ces éléments pour que ça puisse vous inspirer et vous servir dans vos projets. Voilà, Clara, pour moi. Un grand merci, Juliette, pour cette présentation et désolée de la petite interruption. Donc, n'hésitez pas, si vous avez déjà des questions à poser au niveau de cette intervention, à les mettre dans le chat. Et donc, on était sur la présentation d'une marche collective plutôt
dans un contexte national. On va passer à une dimension peut-être un peu plus internationale avec Karine maintenant. Donc, Karine, je te laisse également projeter. Voilà, vous me voyez, vous m'entendez? Oui, parfait. Oui. Bonjour, alors merci beaucoup pour cette première présentation, car il y aura beaucoup d'interactions et de similitudes, en tout cas de passerelles, entre le propos qui vient d'être tenu et puis ma présentation. Alors, elle est faite en anglais parce qu'elle a aussi une forte dimension internationale. Alors, je commence en espérant que ça puisse... voilà. Donc, on va commencer par plutôt une approche qui est assez classique, hein, c'est qu'on a une vérité qui dérange. Donc, je reprends le titre de Al Gore sur la manière dont les infrastructures urbaines et tous les écosystèmes des environnements bâtis sont endommagés, impactés par les risques climatiques et le dérèglement climatique. Donc, que ce soit à l'international ou que ce soit même en France, on voit de manière assez récurrente ce genre d'images lors des informations post-inondation. Et ceci nous amène à une situation internationale qui repose la question du cadre de l'écosystème des politiques publiques et des mécanismes de financement. Ces deux sujets sont importants car ils vont conditionner le cadre normatif ou les cadres établis pour pousser des initiatives en termes de cadre de référence sur l'adaptation au changement climatique des environnements bâtis. Pourquoi? La première chose, c'est que ce que l'on voit, c'est le coût de l'adaptation et le coût de la résilience. Est-elle une approche en termes de perte d'argent ou est-elle une ou un levier en termes de possibilités d'investissement? Mais pour ce faire, il faut regarder ce sur quoi le dérèglement climatique a un impact sur les territoires. Le coût du dysfonctionnement, lorsque l'accès à l'électrification ou à l'énergie est interrompu, le coût de l'action d'adaptation urgente, c'est-à-dire sans avoir des systèmes de prévention, le coût également de l'assurance au niveau des territoires qui vient de plus en plus sanctionner des régions, des villes qui ne peuvent de moins en moins avoir accès à des mécanismes d'assurance pour pouvoir investir sur des travaux ou sur des programmes d'adaptation au changement climatique. Donc tout ceci a aussi comme impact le risque financier avec des risques de dégradation et derrière un risque de non-compétitivité à l'échelle internationale entre les villes. Dit autrement, l'adaptation au changement climatique et la résilience tendent à devenir des facteurs de compétitivité et ou d'attractivité des territoires urbains. Pour synthétiser, l'enjeu, c'est qu'on a des villes qui sont de plus en plus impactées par le dérèglement climatique à travers des chocs, donc des éléments et des impacts brutaux, ou à des stress, c'est-à-dire des variations sur le long cours du dérèglement climatique, et derrière avec des coûts exorbitants. Alors ici, je vous ai donné quelques chiffres. Ce que l'on sait dans un rapport de la Banque mondiale, c'est que le coût d'adaptation des villes côtières, juste pour les villes côtières, est établi à plus de 700 milliards d'euros par an pour pouvoir les adapter. Mais ce que l'on regarde aussi, c'est que le rapport entre les assureurs, les institutions financières, le secteur économique et la réglementation des plans d'aménagement ou les plans d'urbanisme sont en train d'être rejoués. Pourquoi donc? Parce que on observe qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de s'organiser depuis à peu près 2015-2016 autour de ces 5 grands piliers. Des agences de notation d'un côté, les agences de normalisation et de standardisation, le secteur de l'assurance ou des réassurances, les banques de développement et des réseaux de villes. Ce que l'on observe, c'est que chacune de ces parties prenantes sont en train d'établir des plans d'action sur l'adaptation au changement climatique des villes et des environnements bâtis, mais toutes interdépendantes. Un exemple, les agences de notation tendent à regarder le niveau de vulnérabilité des villes pour pouvoir leur donner et évaluer leur coût éventuel d'emprunt sur les marchés pour pouvoir investir ou bénéficier d'un certain nombre d'apports financiers. Mais pour ce faire, les assureurs, eux, vont regarder également quels vont être les critères tangibles que les villes vont pouvoir leur proposer ou leur présenter en vue de garantir le minimum de risque vis-à-vis du dérèglement climatique. Pour répondre à ceci,
elles essayent de structurer un certain nombre de normalisations, de cadres normatifs ou de certifications telles que l'alliance HQE par exemple, ou bien des cadres de type ISO. J'y reviendrai tout à l'heure. Et pour pouvoir agir de manière collective et en force, il y a des programmes qui ont émané pour essayer de pousser l'adaptation et la résilience au changement climatique au top des agendas des politiques publiques à l'échelle locale. On peut regarder le programme des 100 villes résilientes, le réseau des villes C40. On peut également regarder l'Association des maires de France qui, dès 2018, avait annoncé lors de leur assemblée générale l'urgence d'anticiper le risque climatique à l'échelle française. D'où cette définition de la résilience urbaine. Donc, je ne vais pas y revenir. Je crois que tout le monde maintenant est plus ou moins au fait de cette définition qui fait consensus, à savoir la capacité des villes à pouvoir essayer de rebondir après un choc ou un stress climatique pour pouvoir redémarrer même sur les services essentiels à travers notamment des systèmes même en mode dégradé pour les infrastructures dites critiques, l'accès à l'eau potable, la collecte des déchets, les transports, la santé, l'éducation. Quelques exemples ici pour illustrer les initiatives portées sur l'adaptation au changement climatique des environnements bâtis à l'échelle urbaine. Ceci est important, ces initiatives, car elles ont alimenté les cahiers techniques et les termes de référence des différents groupes de travaux à travers le monde sur la normalisation et ou la certification des environnements bâtis et ou de la résilience urbaine et des territoires. Vous avez l'exemple des 100 villes résilientes, des programmes C40, qui ont eu pour objectif de tester des solutions d'innovation à l'échelle du bâtiment, du quartier ou de la ville. Pensez l'exemple de Réinventons la ville. Donc à Paris, ce fut Réinventons Paris. Ces programmes étaient des prototypes d'expérimentation à la fois pour réduire l'empreinte carbone tout en intégrant des solutions d'adaptation au changement climatique. Et un certain nombre de résultats techniques ont permis d'alimenter des objectifs ou des groupes de travail dédiés à l'adaptation au changement climatique, tels que le groupe AFNOR en France ou les groupes de la Task Force européenne, notamment diligentés par le ministère de la Transition écologique et le CEREMA. Un autre programme qui est celui des 100 villes résilientes. Alors ce programme s'est arrêté à l'échelle internationale, il s'est reconcentré sur les États-Unis, mais il a eu pour objectif de pousser les villes à essayer d'imaginer, de co-construire avec toutes les parties prenantes des politiques publiques et des plans stratégiques de résilience urbaine. Vous connaissez le programme de la ville de Paris qui a été présenté en 2016 ou 2017 de mémoire. L'ensemble de ces programmes également ont permis d'échanger des retours d'expérience, des feuilles de route, des trajectoires, des éléments techniques pour pouvoir alimenter les politiques publiques au travers d'une plateforme internationale. Et l'ensemble de ces éléments et ces retours d'expérience ont permis également d'alimenter l'ensemble des groupes nationaux, européens et internationaux sur la normalisation et ou la certification des environnements bâtis et ou de la résilience urbaine. Quelques exemples concrets. Si on sort un peu du cadre français et européen ou mondial, recadrons-nous ici sur la région Asie du Sud-Est, où un programme a émané également permettant l'émergence de programmes pilotes pour essayer d'établir des plans locaux d'adaptation au changement climatique articulés avec les plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Donc vous avez beaucoup de pays du Sud qui ont développer des plans nationaux d'adaptation. Ceux-ci se sont déclinés par secteur avec un pilier dédié aux environnements bâtis et aux villes. De même pour le continent africain, avec des programmes financés par notamment des bailleurs institutionnels tels que la Banque mondiale ou tels que la Banque africaine de développement, qui ont participé à financer des politiques publiques à l'échelle locale dédiées à l'adaptation au changement climatique. L'ensemble de ces programmes se base ou s'articule avec également des actions ou des recommandations portées par les différents groupes de travail dédiés à l'adaptation et à la résilience au changement climatique des villes et ou des territoires et ou des environnements bâtis. Je distingue expressément ville, territoire et environnement bâti, car très souvent, ces trois nominations finalement s'articulent entre elles. On parle d'environnement bâti parce que c'est beaucoup plus générique. On inclut également les territoires ruraux.
le territoire, car c'est dans une approche d'aménagement, et la ville, car la ville est définie à travers une définition très stricte sur ce qu'est une ville. Voilà. Maintenant, sur la base de ce que je viens de vous présenter, un certain nombre d'initiatives se sont basées sur ces initiatives nationales, continentales et internationales pour essayer de faire émerger des actions concrètes pour accélérer l'adaptation au changement climatique des environnements bâtis. L'approche a été déjà de partir sur une approche dite systémique, à savoir considérer le bâtiment en interconnexion avec l'ensemble des systèmes dédiés aux infrastructures dites critiques. Réseau électrique, système de transport, système de collecte de déchets, système de traitement des eaux ou d'accès à l'eau, télécommunications. L'ensemble de ces systèmes interconnectés constituent l'approche et l'échelle à partir desquelles l'adaptation et la résilience doivent être abordées. Vous venez d'entendre deux termes, résilience au changement climatique et adaptation. Très souvent, ces deux termes sont associés ou confondus. Il a été admis dans le cadre de la Task Force européenne, mais également au sein de l'Alliance mondiale du secteur du bâtiment et de la construction, de distinguer ces deux termes. La résilience, c'est un objectif de performance, à savoir quel va être le niveau sociétalement, politiquement, techniquement, économiquement admis par l'ensemble des parties prenantes, à partir desquelles on estime que nous allons pouvoir sauvegarder, pérenniser les systèmes les plus critiques sur le plan économique, social et politique. Et l'adaptation vont être l'ensemble des actions permettant d'atteindre cet objectif de performance de la résilience. Donc d'un côté, l'adaptation, on est dans l'action, les solutions, et la résilience, on va être dans la vision partagée collectivement pour atteindre un objectif de réduction de l'exposition au risque et de vulnérabilité liée au dérèglement climatique, selon une approche systémique. C'est dans ce cadre que l'Alliance mondiale du secteur du bâtiment et de la construction a initié, durant la COP 26 à Glasgow, un call for action, c'est-à-dire un appel à l'action collective, permettant très vite, de démocratiser les enjeux principaux de l'adaptation au changement climatique, afin que ces enjeux se soient réappropriés par l'ensemble des parties prenantes de toutes les parties prenantes du secteur du bâtiment et de la construction et de l'aménagement au sens large du terme. Quelles sont ces actions? Elles se distinguent en 10 leviers simples. Le fait d'agir urgemment. Le deuxième point, c'est le fait d'intégrer toutes les parties prenantes, comme je viens de le dire. Le concepteur, l'architecte, le constructeur, le financier, l'assurance, la société civile, les entreprises de la construction, les bureaux d'études, toutes ces parties prenantes doivent collectivement travailler ensemble pour essayer de dessiner un chemin dédié à l'adaptation. Les process, très importants, ces process doivent intégrer et se penser sur tout le cycle de vie des projets. Conception, construction, rénovation, destruction, relocalisation, l'ensemble du cycle de vie des projets. Quatrième point, de faire en sorte d'associer en tandem systématiquement l'adaptation et l'atténuation. Ne surtout pas considérer que les deux sont en opposition. Toute solution d'adaptation doit être pensée pour accélérer et renforcer les solutions d'atténuation et inversement. L'accès à la donnée, si l'on veut parler de normalisation, si on veut donner un cadre d'adaptation au changement climatique, il faut pouvoir estimer des scénarios prédictifs. Et pour ce faire, il faut pouvoir avoir accès à de la donnée. Cette donnée doit être collectivement admise, elle doit être validée par toutes les instances internationales et en même temps, elle doit être qualifiée par le secteur de la finance, des politiques publiques et du secteur de l'assurance. La question de l'échelle est importante. Est-ce que nous regardons l'échelle locale, régionale? Est-ce que nous sommes dans une échelle du bâtiment, du quartier? Faire en sorte d'intégrer des solutions dites vertes, telles que par exemple les solutions dites fondées sur la nature. Le fait d'intégrer également l'ensemble des populations et d'avoir une approche inclusive, de ne pas faire en sorte que l'adaptation au changement climatique soit un sujet clivant et d'inégalité sociale permettant uniquement aux populations les plus aisées d'avoir un accès à l'adaptation au détriment des populations les plus vulnérables. Donc penser une adaptation de manière inclusive et intégrée et en solidarité entre les territoires, que ce soit à l'échelle urbaine, que ce soit à l'échelle d'une région ou d'un département, par exemple. La question de la finance, comme je l'ai expliqué en introduction, elle est centrale. Sans argent, il n'est pas possible
d'appréhender et de pouvoir agir pour l'adaptation. Ça a un coût. La question est de savoir comment est-ce que derrière on réfléchit à de nouveaux mécanismes de financement. Donc c'est ce qui est pensé depuis la COP26 à travers les négociations internationales au niveau de la COP. Et enfin, c'est d'agir le plus localement possible, car les solutions d'adaptation, même si nous sommes sur des enjeux globaux, les solutions d'adaptation doivent être pensées à l'échelle locale. Alors cette approche, elle a été mixée avec tout un travail effectué depuis 2015 par l'Alliance HQE. Un groupe de travail a été organisé à l'initiative de l'Alliance HQE pour essayer de co-construire un cadre de référence dédié à l'adaptation au changement climatique de la ville et du bâtiment et du quartier. Ce qui a été décidé de faire, c'est d'associer les 10 principes essentiels de l'Alliance mondiale du secteur du bâtiment et de la construction et de le matcher avec l'initiative et le cadre de référence co-construit par l'Alliance HQE. Et nous avons donc, à partir de la COP 2027, nous avons présenté ce document commun qui a été testé par un certain nombre de promoteurs immobiliers afin de démontrer comment une initiative internationale qui est soutenue par plus de 75 pays à travers l'Alliance mondiale du secteur du bâtiment et de la construction, avec une action nationale portée par l'Alliance HQE en France, comment est-ce que les deux pouvaient converger et essayer très vite de créer des synergies et d'aller dans l'action, car ce que vous voyez ici a été testé par plusieurs promoteurs immobiliers. Enfin, et c'est là-dessus que je conclurai, il est important de penser l'adaptation au changement climatique dans tous les cadres de référence que nous portons à travers la GABC et notamment avec l'exemple concret de l'Alliance HQE, avec donc cette combinaison et cette coopération, d'instruire et de penser l'adaptation en tandem avec les enjeux d'atténuation des gaz à effet de serre et de décarbonisation du secteur de la construction. C'est pour ces raisons que le groupe de travail français, porté par l'AFNOR, qui pilote le programme de la Task Force européenne sur la normalisation de la résilience urbaine, a pris comme cadre chapeau le cadre du label de la certification ville durable. Pourquoi? Car nous sommes partis sur la nomenclature de la durabilité pour pouvoir y apposer les enjeux d'adaptation et de résilience à travers notamment la capacité non plus exclusivement technique, mais la capacité des territoires à proposer des gestions du risque. Dit autrement, il faut admettre que l'adaptation a des limites techniques, des limites financières et qu'une grande partie de l'adaptation peut reposer et doit reposer sur des organisations humaines à travers des politiques de gestion de crise et à travers des politiques publiques et ou locales de systèmes d'alerte précoce ou de systèmes de dédommagement ou de systèmes éventuellement de cohésion des populations locales pour établir des plans d'adaptation, d'évacuation, de repenser le cadre de l'aménagement ou éventuellement, en cas d'extrême limite, d'anticiper les risques et les préjudices, les dommages, les pertes et les préjudices pouvant être liés aux impacts du dérèglement climatique. Et voilà, et pour cette dernière image, vous avez ici l'acte qui a été signé en mars 2024 durant la première convention internationale du secteur du bâtiment et de la construction qui a eu lieu à Paris pour la déclaration de Chaillot, pour lequel plus de 70 pays ont signé cette déclaration, intégrant notamment l'urgence d'intégrer dans les politiques publiques à l'échelle locale l'adaptation au changement climatique dans le secteur du bâtiment et de la construction. Merci bien. Merci Karim pour cette présentation d'une initiative portée à l'international. Je vous propose de passer du coup au temps de questions-réponses. Alors, donc, n'hésitez pas à les poser via le chat. Je vois qu'il y a déjà une première question qui était donc à destination de la première intervention de Juliette. Donc, une question d'une personne qui souhaite savoir si l'outil est un outil standard et s'il pourrait être appliqué dans n'importe quel contexte urbain à l'échelle mondiale. Alors, la démarche écoquartier, elle est d'abord française, mais elle est en cohérence avec le référentiel européen qui était cité tout à l'heure. Après, elle a déjà été utilisée dans d'autres pays, en Europe, mais aussi en Amérique du Sud. Après, il faut plutôt le prendre comme un cadre de référence et je pense que pour les pays
peut-être un peu différent de nos pays européens. Ça peut être intéressant de faire un travail d'adaptation. L'objectif, c'est que ce guide il parle aux acteurs locaux. Donc, comme on ne fabrique pas tous la ville et les territoires de la même manière, il faut aussi que ça puisse être fait en coordination. Mais en tout cas, je pense qu'en termes de cadre, c'est une base qui peut servir un peu partout. Voilà. Après, il y a eu des déclinaisons, par exemple, avec nos collègues des DOM. Il y avait une traduction réunionnaise. Voilà. Ne serait-ce que par exemple sur la performance énergétique, on n'a pas les mêmes sujets dans les pays du Nord et dans les pays du Sud, même si ça se rapproche. Voilà. Donc je pense que ça peut être une base commune qui peut être intéressant d'adapter pour que ça parle à vos acteurs locaux. Merci Juliette. Donc l'ensemble des liens vers le guide et l'explication de la démarche écoquartier ont été partagés via le chat. Je vous les remettrai également dans le mail d'annonce de mise en ligne de webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, pour l'instant, j'en vois pas forcément. En tout cas, merci Karine et Juliette. Alors, on a une question sur comment se procurer ce document. Quel document parle-t-on? Est-ce que c'est le guide de la démarche écoquartier ou est-ce que c'est le document mentionné par Karine, si vous pouvez préciser? Vous pouvez peut-être répéter la question, je n'ai pas saisi le début. Oui. Alors, on a une personne qui nous demande comment se procurer ce document. Oui, Donc, je pense que je vais vous laisser répondre tous les deux comme ça. oui. Alors, vous allez sur le site de la GABC et sur le site de la GABC, vous écrivez les 10 principes essentiels de l'adaptation GABC, vous tombez sur ce document. Et pareil pour le cadre normatif de l'Alliance HQE, vous allez sur le site de l'Alliance HQE et vous tapez le cadre de référence ville résiliente HQE, vous tombez également sur le document, sur celui de l'Alliance HQE. Comme ça, vous avez les deux. Et que ce soit le guide du questionnement CEREMA, il est dans l'article que je vous ai mis dans le premier lien. Voilà. Donc, il vous suffit de cliquer dessus. Et sinon, sur la plateforme Écoquartier, vous trouvez les informations spécifiques sur Écoquartier. Je peux peut-être juste si j'ai vu une question qui était posée sur la manière de poser le contexte, quoi. Est-ce que tel ou tel outil ou standard était applicable à l'échelle, dans n'importe quel contexte urbain, à l'échelle mondiale? Ce qu'il est important peut-être d'avoir à l'esprit, c'est qu'en ce moment, ce qui se passe au niveau de la normalisation, de la certification, ce sont quand même deux choses différentes. La certification peut permettre d'avoir des accès à des financements parce qu'il y a des labels. Prenez l'exemple du BREEAM, par exemple, et la norme va être plutôt pour des questions qui vont alimenter ou aider des cadres de politique publique en termes d'aménagement. Donc, ce sont deux outils qui ne sont pas forcément à comparer, même s'ils peuvent être, ils peuvent se compléter. Cependant, ce que l'on observe, c'est que il est très difficile de plus en plus d'aller vers des réplications des standards européens. C'est pour ça que les cadres normatifs sont très nationaux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'initiatives de villes durables ou de villes résilientes essayent de construire, et c'était un peu l'exemple de l'initiative portée par les 100 villes résilientes cofinancées par la Banque mondiale et la Fondation Rockefeller, c'est plutôt de voir comment est-ce que les acteurs locaux, je dis bien locaux et toutes les parties prenantes, essayent de définir ensemble des cadres de standardisation à l'échelle locale. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit parce qu'on a des réalités politiques différentes, des réalités géographiques, des réalités techniques, des réalités de savoir-faire, des réalités juridiques également, mais également des réalités d'accès à des financements totalement différents. Et que donc un certain nombre d'exigences vont avoir pour contrainte un certain nombre de coûts qui ne sont pas forcément amortissables ou accessibles pour toutes les villes et selon tous les territoires. Donc, ça, c'est pour ces raisons que le parti pris de l'Alliance mondiale du secteur du bâtiment et de la construction a été de proposer des principes et non pas un cadre de référence, une normalisation, pardon. Et quel est le sens de principe, d'où les 10 principes essentiels? C'est
voici en gros, si vous souhaitez mettre en place un cadre normatif, des labels, il vous faut à minima intégrer ces 10 questions pour pouvoir ensuite vous les réapproprier et ensuite vous les intégrer dans vos outils les plus adaptés à vos réalités locales. Merci Karim pour ces compléments. Donc on a une question sur est-ce qu'il est réfléchi au niveau international ou national à des dispositifs, qu'ils soient normatifs ou autres, pour pouvoir adopter une approche globale sur la fabrique de la ville et des bâtiments du futur, ou pour travailler sur l'existant en tenant compte de toutes les problématiques, en prenant en compte l'approche systémique dans un large spectre. Je pense que je peux vous laisser répondre tous les deux. Oui, alors le principe du guide de l'aménagement durable, c'était bien justement de pouvoir traiter de tous ces sujets, alors pas avec une approche normative, c'est-à-dire pas en disant faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, du fait de la diversité des contextes et de la nécessité de trouver des solutions locales. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Le guide, il est là pour au moins aider les porteurs de projets à se poser toutes les bonnes questions et dans le cadre du label, ce qu'on regarde, c'est la capacité du projet à avoir apporté des réponses cohérentes localement, avec les enjeux qui ont été identifiés et qui peuvent être très variables d'un projet à un autre. Donc voilà, ces guides-là, qui sont clairement pas des normes, qui sont plutôt là pour aider les porteurs de projets à se poser les bonnes questions, à ne pas oublier de sujet. Mais voilà, ça ne dit pas comment faire parce qu'on dirait des bêtises et qu'on pourrait avoir un certain nombre de maladaptations. Voilà. Et après, bah, ça se construit localement, ça se construit notamment, c'est les enjeux de démarche et processus qu'on a dans la démarche éco-quartier, voilà, en ayant les bonnes données, en ayant les bonnes informations, en associant les bonnes personnes, en prenant des décisions parfois difficiles sur voilà, jusqu'où on accepte de faire certains choix, qu'est-ce qu'on accepte qui devra fonctionner ou pas en cas de crise. Mais en tout cas, là, l'idée, c'était bien d'avoir une approche globale de l'ensemble des sujets de la fabrique de la ville, voilà, pour aider voilà, les acteurs locaux et les accompagner dans trouver les bonnes réponses sur ces sujets. Pour peut-être compléter ce que dit Juliette, à l'échelle de la GABC, ce que nous avons tenté, donc là j'essaie de répondre effectivement à la question, je crois, qui est posée par Guilhem, c'est ça, Guilhem Dupuis. Donc le groupe de travail adaptation a mis en place en fait un travail colossal qui est entre autres coporté par l'Observatoire de l'immobilier durable, donc qui nous soutient dans ce travail collégial avec, donc c'est un travail qui met en coordination tous les acteurs, en tout cas des représentants d'acteurs de toute la chaîne de valeur de la construction et de l'habitat, du concepteur, de l'aménageur, du promoteur, du financier, de l'assurance et des politiques publiques locales, où nous avons essayé de cartographier à la fois les initiatives, les retours d'expérience, les contraintes locales. Par exemple, dans le groupe de travail, lorsque l'on présente les sujets d'adaptation du bâti en Afrique de l'Est, on s'aperçoit que ce ne sont pas les mêmes questions qu'en Afrique du Nord et pas les mêmes questions qu'en Afrique de l'Ouest ou qu'en Afrique de l'Est. Pareil pour les Caraïbes, pareil pour l'Europe du Nord, l'Europe du Sud. Donc, on essaye de faire cette cartographie. Et cette cartographie, elle se décline ensuite par des questions sous-jacentes à l'effectivité et à l'opérationnalisation de l'adaptation. Quand on parle d'opérationnalisation, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision, on peut avoir des idées, mais derrière, il faut savoir si jamais on prescrit tel type de mode constructif, par exemple, pour l'adaptation, tel type de solution, a-t-on les moyens de les avoir sur place? Ou doit-on importer tel type de matériaux, par exemple? Parce qu'il y a la question des matériaux qui est extrêmement important dans l'adaptation. Le sujet de la maintenance de ce que l'on va construire. Est-on sûr qu'au bout de 10 ans, lorsqu'il va falloir rénover, par exemple, un certain nombre d'environnements bâtis, et a-t-on la garantie que les matériaux seront disponibles? Et est-ce que le savoir-faire technique sera local ou doit-on l'importer? Donc, toutes ces questions participent à l'opérationnalisation de ce que l'on entend par l'adaptation. Et là, on voit bien qu'on a des réalités géographiques et locales très complexes, d'où la difficulté, et je rejoins, je crois qu'on converge avec Juliette, d'avoir des approches très standardisées. Et que le plus important, c'est quelle méthode on met en place pour planifier une vision d'adaptation à l'échelle du territoire, à l'échelle des villes et à l'échelle du bâti, pour que derrière, on s'assure que ce que l'on prescrit aujourd'hui
soit soutenable dans le temps long. Voilà. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, car quand on parle d'adaptation, ce n'est pas une question uniquement d'un one-shot, c'est-à-dire que ce n'est pas « aïe, j'ai conçu, j'ai construit, j'ai délivré et je pars ». C'est comment est-ce que dans le temps long, on arrive à garantir, au vu d'un certain nombre de scénarios climatiques, la pérennisation des solutions proposées. Et là, on voit bien que les réalités locales sont très diverses et que les réponses ne sont pas égales parce que tout simplement, les capacités sont totalement hétérogènes. Et quand on parle de capacités, c'est financière, technique, etc. Merci à vous pour ces compléments. On avait donc une question aussi sur la démarche Écoquartier. Juliette a mentionné une adaptation pour la Réunion. Est-ce qu'il existait des adaptations aussi en Guadeloupe et Martinique? Donc Juliette, j'ai vu que tu avais répondu. Oui, en fait, Donc, c'est pas tant des adaptations que ce qu'on disait là. En fait, les questionnements restent valables. C'est juste qu'on va insister un peu plus sur tel ou tel sujet et que surtout les réponses vont pas être les mêmes. En tout cas, entre la métropole et la Réunion, où là, on discutait il y a peu de temps avec les collègues de Mayotte, peut-être, voilà, avec les collègues de Mayotte en disant voilà, exactement ce que disait Karim, si on prescrit des matériaux qu'on peut pas faire venir, ça va pas marcher. Voilà, c'est vraiment la question, c'est dans les solutions, le questionnement. Et après, voilà, on se pose régulièrement des questions d'adaptation au milieu rural, par exemple, parce que certains s'y retrouvent moins. Voilà, c'est plus dans les formulations, en fait, c'est pas tant on change pas l'esprit. Mais parfois, certaines formulations parlent plus à tel ou tel type de porteur, ou c'est dans l'accent qui est mis sur ces questions-là. Voilà. Et peut-être pour rebondir sur la question sur les territoires d'outre-mer de manière générale, je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à suivre ce qui va se passer à l'UNOC, car le sujet de la ville résiliente et de l'adaptation des villes côtières et des villes des États insulaires sera aussi au cœur de l'agenda. Donc, je vous ramène, donc là, je fais un peu de promotion pour la plateforme Océan, qui est soutenue par, donc, qui est une ONG française, qui porte pour le ministère de l'Environnement l'organisation d'un certain nombre de thématiques pour l'UNOC qui aura lieu donc à Nice en juin prochain. Et il y a tout un travail de cadre normatif, alors pas normatif, mais de cadre commun sur la manière d'appréhender les spécificités de la vie durable et des environnements bâtis dans les territoires insulaires. Voilà. merci pour cette information. Il nous reste encore quelques minutes. S'il y a encore quelques questions, on peut les prendre. Alors, j'en vois pas, donc je vais remercier. Allô? Allô? Oui, Oui, alors je viens de voir qu'il est possible de poser la question directement parce que je n'avais pas la main en écrit. d'accord. Allez-y Alors, alors. monsieur, bonsoir, monsieur Selouane et madame Niarski, hein, j'espère que je n'ai pas. Alors, pour monsieur Selouane, vous avez parlé de l'INOC. C'est une conférence qui aura lieu à Nice, vous avez dit, au mois de juin? Oui, c'est la conférence internationale des océans. C'est l'équivalent de la COP, mais dédié aux océans. D'accord, ok. Donc, Bien. il y a le programme, hein, tout le programme est accessible, il y a des ateliers, des tables rondes, donc c'est une conférence de négociation internationale sur le lien entre changement climatique et les écosystèmes côtiers et océaniques. Alors tout à l'heure, concernant l'adaptation, merci beaucoup pour la réponse. Concernant l'adaptation pour la Guadeloupe et la Martinique, Maître, vous avez écrit qu'il n'y en avait pas et une des assistantes, Catherine, si je me rappelle bien, a dit que oui. Après, il faudrait se rapprocher de l'ADEAL, des services de l'État D'accord, en en Guadeloupe Guadeloupe. pour savoir Parce que je sais que le sujet a été abordé, je sais qu'à La Réunion, ça a été porté. Après, ça n'a pas forcément été suivi. Voilà. Moi, je pense que les collègues du CAUE et de l'ADEAL pourraient vous dire un Et peu où pourrait ça nous en est. donner ça. Voilà. Plus D'accord. d'informations, Ok. mais en tout cas, le référentiel aujourd'hui, il sert à labelliser des projets en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion. Voilà, mais je sais que certains territoires avaient ressenti le besoin de se l'approprier, en fait. Et c'est toujours souvent une bonne chose, en fait, de s'en servir pour que ça vous parle à vous dans les territoires.
Merci. Alors, je reviens à Monsieur Esseloine sur deux autres choses. C'est tout à l'heure la question, vous avez parlé de cadres de référence et de documents qui sont accessibles sur le site de HQE et sur GADC, c'est ça? Alors, c'est quoi Alors, vous pouvez me l'épeler? oui, oui. Alors, c'est le site de la Global ABC, D'accord. Global Alliance for Building in Construction. C'est donc c'est hébergé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Pour rappel, la GABC est née suite aux accords de Paris pendant la COP 21, qui avait pour objectif de lancer une initiative mondiale pour atteindre les objectifs de neutralité carbone avec l'un des secteurs les plus impactants en termes d'émissivité, qui est le secteur du bâtiment et de la construction. Et au sein de ce groupe de travail, de cette alliance, on a constitué un groupe de travail dédié à l'adaptation en 2020. Et c'est dans ce groupe de travail qu'on a constitué tout un travail collectif avec l'ensemble des parties prenantes représentatives, en tout cas de l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur, avec des Mhm. représentants des pays du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Et tous nos documents de travail sont sur le site de la GABC. Thank you very much and have a nice OK. Merci night. beaucoup. Okay, so bye. Merci. Merci également à Emmanuel Marcus d'avoir pris en compte le partage sur le projet anti-écrasement. Donc, je pense que les participants peuvent en prendre compte également via le chat. Donc, si pas d'autres questions, je vais remercier nos intervenants d'aujourd'hui. Pardon. Oui, Allô? c'est- Moi, il y a j'avais une une question. dernière question. Mais moi, D'accord, allez-y. j'ai pris un cours de route parce que j'étais en réunion et je pouvais. Enfin, bon, j'ai pris. Désolé. Je voulais poser une question sur les grandes masses, disons, à la fois de réflexion et d'investissement pour le Build Back Better. Est-ce que ça porte plutôt sur les habitations, je dirais, l'individuel ou le familial, hein, ou sur des infrastructures et des éléments partagés, enfin collectifs, de structures, etc. En termes de réflexion et en termes d'investissement aussi, est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut dire des variabilités géographiques entre grandes zones géographiques? Alors, c'est une très bonne question. Je vais y répondre assez rapidement. Ce qu'il faut voir, c'est que le Big Back Better, dans l'idéal, l'ensemble des points que vous avez évoqués doivent être pensés collectivement et de manière intégrée. Oui. La question qui se pose, c'est que selon les géographies, il faut savoir que grand nombre des environnements bâtis sont dans le secteur informel et donc pas sous la trappe de tous les mécanismes de recouvrement éventuels, de tous les mécanismes d'officialisation, de localisation, d'identification et de recensement, même pour les politiques publiques, en termes d'évaluation de ce qui doit être géré, de ce qui doit être adapté, de ce qui pourrait être rendu vulnérable. Ne pas oublier qu'il faut sortir de la manière de concevoir l'aménagement du territoire sur le plan stricto sensu français, voire occidental, sur lequel il y a des cadres de politique publique très stricts avec des équivalents de PLU, par exemple. Je donne l'exemple pour le continent africain. Près de 98% de l'ensemble des environnements bâtis ne sont pas couverts par des assurances. Mmh. Donc derrière, lorsque l'on veut parler de mieux construire qu'avant, finalement, de reconstruire par le meilleur, hein, si on traduit par le français, on se heurte à des réalités je dirais, sociales, sociétales, économiques, qui sont très particulières. Donc, à minima, ce que l'on sait et ce qui est admis, c'est comment penser à travers les infrastructures dites critiques, ce que je disais en introduction, à savoir ce qui permet de pouvoir connecter et de préserver, de distribuer les services essentiels au territoire. L'éducation, la santé, l'électricité, l'eau, les déchets, les transports, les télécommunications. Ensuite, ces évaluations vont être faites selon les capacités des pouvoirs publics à pouvoir avoir la mainmise de ce qui est du ressort des environnements officiels, inscrits dans des PLU, par exemple, dans un cadastre bien administré, et de ce qui ressort
du secteur dit informel. Et c'est là où, en fonction des géographies, vous allez avoir des rapports de 1 à 10 entre ce qui va être issu du secteur informel de ce qui va être issu du secteur dit formel. Voilà. Et c'est un peu le grand défi, parce que derrière, ne pas oublier que dans le Build Back Better, il y a aussi la question des pertes et dommages, comment est-ce qu'on les évalue, comment est-ce qu'on les estime, comment est-ce qu'on les modélise. Voilà. Donc, ça pose des questions juridiques, ça pose des questions de droit dans les politiques publiques, ça pose des questions de financiarisation, d'accès à des mécanismes de financement. Donc, tous ces sujets que j'ai abordés brièvement avec, vous savez, cette slide avec les 5 piliers, ne s'articulent pas de la même manière en fonction de l'état de ce qui ressort d'une cartographie et officielle, de ce qui ressort d'une cartographie dite informelle. Et ça, c'est le grand challenge du Big Bang Better, à mon sens, aujourd'hui. Merci. Est-ce que ce challenge prévaut pour la France et est-ce qu'il prévaut peut-être à encore plus grande échelle pour l'Europe, au niveau de l'Europe, disons? Alors, pour ce qui concerne la France et l'Europe, on a normalement une grande partie des environnements bâtis sont officialisés, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un cadastre. Il y a des autorisations de construction, il y a des politiques publiques, des politiques locales qui donnent accès à des permis de construire, donc c'est assez bien cadré. Donc sur cette base-là, cela signifie qu'ensuite tout repose sur la manière dont les politiques publiques mettent en place des plans d'adaptation sur des objets concrets qui sont légalisés, qui sont tangiblement identifiés. Voilà. Parce que, mon message est de dire qu'on ne peut pas parler de Big Back Better lorsque officiellement on ne peut identifier des objets construits si ceux-ci ne sont pas listés. Alors on peut les voir physiquement, mais s'ils ne rentrent pas dans une logique de recensement, d'identification officielle, c'est très difficile. Oui. Ce qui n'est pas le cas de la France et de l'Europe, majoritairement. Peut-être Juliette, si tu veux compléter. Non, là-dessus, j'ai pas d'éléments particuliers à donner. Merci. Merci à tous. Donc, on va pouvoir conclure désormais le webinaire. Un grand merci à Juliette Medre et Karim Selouane pour leur intervention et à tous les participants pour votre attention. Donc, l'ensemble des liens partagés et le replay du webinaire vous sera transmis par mail donc, à la suite du webinaire. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée.